Cette antenne pour vous proposer en direct de New York le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour la retransmission en direct de ce discours du garant de la nation à la tribune de l'ONU. Les interrogations restent et demeurent, très chers téléspectateurs, sur les différents sujets qui seront évoqués par le président congolais devant ses homologues qui ont fait le déplacement de New York pour la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 80e du genre depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. Notons que la paix et la sécurité menacent la partie orientale de la République démocratique du Congo avec le déclenchement de la guerre d'agression dont est victime notre pays de la part du Rwanda. C'est le bien fondé de cette antenne spéciale qui permettra aux confrères qui sont avec moi sur ce plateau, John Mwabika et Oscar Mbal Kaïj, de décortiquer les discours du président de la République. Mais bien avant, nous allons faire la projection de ce que le président de la République va dire, même si on n'était pas parmi les rédacteurs de ce discours, mais en tant qu'historien du présent, nous avons quand même quelque chose qui se passe au niveau de notre pays. Nous allons voir ce que nous pouvons vous donner comme projection de ce discours. C'est la 6e fois que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo intervient à la tribune des Nations Unies depuis son accession à la magistrature suprême. Question, que dira le président de la République ce soir devant le monde qui sera à son écoute? Nous allons certainement décortiquer ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour servir. Disponibilité est permanente pour servir la nation. John Mwabika, fatigué? Non. On est toujours dans l'attente du discours du président de la République de la tribune des Nations Unies, Blaise. Très bien. Alors, il reste 2 chefs d'État qui vont intervenir. Tout à l'heure, on a vu le président angolais, João Lourenço, qui est en train de parler. Après João Lourenço de l'Angola, il y aura le Libérien qui va parler. Et puis après le Libérien, ça sera le président de la République, John Mwabika. Le président de la République va dire quoi dans son discours? Ah ben, bien évidemment, Blaise, le contexte d'abord nous met au parfum de ce qui pourra constituer les discours du président Tshisekedi. Le contexte, c'est celui du 80e, si vous voulez, anniversaire des Nations Unies, qui est le plus grand organisme mondial, né déjà de la Seconde Guerre mondiale, et qui coïncide avec le thème même dont on voudrait le vivre ensemble, mais aussi promouvoir autant d'années et de la promotion de la paix, la sécurité, le développement au monde. Mais le président Tshisekedi, cette fois-ci, ne va pas tout simplement, et du haut de la tribune, se prononcer comme un président de la République démocratique du Congo. Il a été désigné, bien entendu, Blaise, comme un vice-président de cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et oui, le contexte de la République démocratique du Congo, ça contraste avec le contexte actuel. C'est vrai que les Nations Unies a pour mission la promotion de la paix, le développement et la sécurité. Mais c'est qu'il y a des questions, notamment sur le multilatéralisme qui se posent en temps de crise. La République démocratique du Congo est victime, Blaise, de l'agression et dont une bonne partie du territoire national est sous occupation des forces étrangères. Le pays compte autant de morts au niveau déjà du gouvernement congolais. Il faudrait s'attendre cet appel à la reconnaissance du Génocauste, avec des évidences documentées, en tout cas sans doute, il faudrait persuader à travers le discours du président Tshisekedi et le concert des nations cette reconnaissance du Génocauste. Il faudrait s'attendre, à mon avis, Blaise, également, vous savez que le climat est indispensable lorsqu'on évoque des effets collatéraux de la guerre. Il y a la justice environnementale qu'il faudrait s'attendre
Parce que le massif forestier, au Congo, nous positionnons comme le second poumon mondial, mais ici, il y a des tourbières, il y a des mangroves qui absorbent l'émission des gaz à effet de serre. Ça, c'est au niveau de l'environnement, avec ce réchauffement climatique. Tout à fait, parce que si vous regardez déjà le différents intervenants, donc le chef d'État qui ont pris parole avant le président Tshisekedi, ils évoquent... je dirais pratiquement les tableaux actuels du monde, parce qu'il y a des problèmes sérieux qui se posent au niveau mondial, et c'est une occasion justement de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo en dépit des efforts diplomatiques des Doha, et sans doute que le président va y revenir, mais également l'accord de principe. Mais les génopostes, je pense que c'est indispensable avec déjà les mémorials qu'on a, donc différentes structures qui est déjà mises en route au niveau local, que le président du haut de la tribune des Nations Unies parvienne à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, mais dans ses habitudes, Bloch, j'estime que il ne plaide pas tout simplement pour le cas de son pays. On a vécu ça antérieurement, alors qu'il était président de l'Union africaine. Il a plaidé pour le Zimbabwe et d'autres pays africains. Le Tchad. Voilà, le Tchad. On croit que c'est dans ces contextes-là et pourrait constituer essentiellement le discours du président de la République tant entendu. Très bien. Alors, en rapport justement avec le Génocoste, il y a en marge de cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une grande cérémonie qui a été organisée à New York avec la présence des FONAREV pour parler justement des efforts conjugués par les gouvernements pour faire valoir la position de la République démocratique du Congo avec ces massacres à répétition et à grande échelle au niveau de notre pays. J'espère que le message sera entendu et nous espérons également que le président fera part de ce Génocoste dans son discours de tout à l'heure. L'Angolais est en train de passer. Après l'Angolais, ça sera le Libéria et puis ça sera la République démocratique du Congo qui va prendre parole. Oscar Mbalkaïj, vous vous attendez à quoi comme message du président de la République? Oui, Blaise Bokouka, peut-être avant de parler du message du président de la République, je vous en prie. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont défilé, notamment le président américain Donald Trump. Il y a aussi le président français Emmanuel Macron. J'ai suivi religieusement les discours de plusieurs chefs d'État. Ce sont des discours croisés, des tirs croisés, sanglants. Le président colombien, par exemple, qui venait de parler tout à l'heure. Il a boxé sans gants. Il a ramassé pratiquement la politique du président en Trump, n'est-ce pas? Et ils disent que ceux-là qui sont en train de s'aimer l'insécurité au niveau du monde sont dans des maisons huppées à Dubaï, dans des capitales, dans des villes américaines, occidentales, mais ce sont souvent les pauvres qui payent le frais avec des bombardements de missiles. Il faisait allusion à la Palestine. J'ai suivi également le discours du président français Emmanuel Macron, et ce que j'ai retenu, parce qu'il s'est exprimé sur la question de la République démocratique du Congo avec la situation d'insécurité. Vous savez, la partie est de notre pays est devenue pratiquement les ventres mous. Toutes les rébellions commencent toujours par la partie est. Ça fait 30 ans de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et les Kivu aujourd'hui continuent à pleurer ses morts avec l'agression dont est victime notre pays dans cette partie, agression du Rwanda avec ses supplétifs du M23 AFC. Le président Emmanuel Macron a appelé au respect de la souveraineté territoriale de la République démocratique. On a senti cette proximité psychologique avec la France. Il a vraiment condamné l'agression dont est victime la RDC avec ce cortège de malheurs qui entoure les déplacés, la population de l'Est du pays. On a vraiment senti un Macron très déterminé aujourd'hui. On a senti un Macron très déterminé. Je pense que ça ne doit pas se limiter au discours, parce que même le président Trump l'a dit. Très bien. Là où il y a eu 7 ans de guerre en Afrique, lui, il a fait juste quelques semaines pour arrêter. C'est ce que n'a pas pu faire l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous savez,
Trump était, dès le début de son discours, c'est une douche froide hein, oui. Contre l'organisation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'est attaqué que l'Assemblée générale a des bons discours sur papier, mais des discours vides. Il a insisté vite parce que ce sont des discours qui ne se font pas suivre des effets sur le terrain. Je pense que le président de la République, pour répondre à votre question, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la parole tout à l'heure dans une bonne vingtaine de minutes, parce qu'après le président João Lourenço de l'Angola, qui est en train de passer présentement, Njeka qui est à la manette, peut-être peut nous proposer un médaillon. Certainement, on a besoin, monsieur le réalisateur, besoin des images à partir de New York pour voir comment les différents chefs d'État sont en train d'intervenir. Mais avant le nôtre, il y a, bon voilà, c'est João Lourenço, le président angolais qui est en train de parler. Mais justement, après le président angolais, ça sera le tour du président libérien qui va prendre la parole. Après le libérien, ça sera Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous sommes là pour vous proposer en temps réel, en direct, les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va intervenir d'un moment à l'autre. Le temps peut-être de joindre Giscard Koussema, qui est à New York, pour nous parler justement de ce discours du président de la République, lui qui est sur place, et comment règne l'ambiance sur le terrain, l'État d'âme du président de la République avant son intervention, et le comportement de la détermination de la communauté, la délégation congolaise. Mais apparemment Giscard Koussema n'est pas encore en ligne, et certainement que nous allons le relancer. Mais il y a aussi Joseph Oscar Mbalkaïj, ces efforts conjugués par la République démocratique du Congo. D'abord la signature de l'accord avec le Rwanda. Et puis aujourd'hui, pour parler avec le M23 et l'AFC, et puis cet accord qu'on attend de pied ferme avec les États-Unis d'Amérique. J'espère que le garant de la nation va rappeler tous ces efforts fournis par le gouvernement avec des partenaires pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Oui, le président de la République, John Fabika l'a dit tout à l'heure, je m'imagine qu'il va revenir dans son discours, ces grands orales tant attendus par des milliers de Congolais qui sont disséminés à travers le 145 territoires, le 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. J'ai cité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va revenir justement sur ces questions, notamment la résolution 2773 qui a été prise à l'initiative de la France au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette résolution peine à être appliquée. Je pense que c'est l'occasion, le moment indiqué pour le président de la République de rappeler à l'Assemblée générale de l'ONU pourquoi cette résolution, qui a des bons articles, n'est-ce pas, cette résolution tarde à être appliquée. Cette résolution somme justement le Rwanda à récupérer ses troupes qui sont sous les sols congolais et que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, il va revenir sur l'accord qui a été signé, n'est-ce pas, la déclaration de principe qui a été signée à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. N'est-ce pas? Et il va revenir aussi sur le pourparlers de Doha. Nous estimons que le chef de l'État va mettre de l'emphase sur ces questions parce que ce sont des questions vitales pour la République démocratique du Congo. Il va également s'exprimer tout naturellement dans le cadre du multilatéralisme parce que beaucoup de chefs d'État estiment que le multilatéralisme a démontré aujourd'hui ses limites. Aujourd'hui, peut-être c'est le bilatéralisme qui est en train de porter le fruit parce que le président Donald Trump, il approche son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour que la paix revienne. Il approche le président russe Vladimir Poutine et c'est plus le bilatéralisme qui est en train de gagner du terrain plus que le multilatéralisme parce que les pays, les blocs de plusieurs pays, ils se rassemblent mais jamais n'ont trouvé de solution pour les guerres qui se sont déclarées dans plusieurs pays. Et je pense que le chef de l'État va parler également des questions de l'environnement parce que nous sommes un pays solution. Nous sommes le pays solution sur le plan de l'environnement. Si pas le premier, nous sommes le deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en passe
de devenir le premier massif du monde. En retour, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne? Tous les pays pollueurs, notamment les grandes puissances, qui ont fait des promesses, n'est-ce pas, pour que nous puissions préserver l'environnement, nous puissions ne pas couper les arbres, nous puissions nous adonner à la déforestation, mais en retour, qu'est-ce que ces grandes puissances, ces pays pollueurs donnent à notre pays, notamment la République démocratique du Congo? Le chef de l'État va y revenir. Très bien. Alors, en attendant, bien sûr, d'entrer en contact avec Giscard Koussema, à partir de New York, John Wabika, même si les pays occidentaux sont en train de tirer à boulet rouge sur Donald Trump, mais il faut aussi saluer cet engagement de Trump depuis son accession, depuis son arrivée au pouvoir aux États-Unis, cet attachement vis-à-vis de la République démocratique du Congo en cherchant des voies et moyens pour mettre fin à cette guerre d'agression qui déchire notre pays. Ouais, Blaise, moi je crois qu'il faut le prendre de bon côté. En fait, cette session, je peux le qualifier une session de vérité, parce que c'est une occasion justement que le chef d'État se dise des vérités du haut de la tribune des Nations Unies. Pour revenir par exemple sur l'analyse d'Oscar Mbal tout à l'heure et Emmanuel Macron qui prend position de la République démocratique du Congo, mais peut-être la question qu'on peut se poser également, pourquoi aussi avoir attendu le plus longtemps possible qu'il était ici à Kinshasa? Et vous avez vu, ils ont co-animé une conférence de presse avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, on parlait de la nation. Nous y étions. Alors, il était, je dirais, une occasion propice pour que le président français puisse placer les mots allant dans le sens, par exemple, de ce qui a été dit tout à l'heure. Mais également, pourquoi condamner Trump lorsque, par exemple, Trump considère qu'on s'illustre à des discours pompeux, mais parfois qui n'a pas de sens sur le terrain, qui est très loin de réalité, et ce sont des réalités du monde. Vous pouvez voir comment est-ce que le monde est divisé actuellement sur la question, par exemple, de la reconnaissance et de l'État de Palestine, parce qu'on veut faire la paix avec Israël. Il y a des questions sur la Syrie, autant de questions sur le conflit Ukraine-Russe, mais en République démocratique du Congo, c'est une question de fait. Le factuel démontre qu'effectivement qu'il y a eu des attaques ciblées et avec l'intention d'extermination d'un groupe national dont nous constituons comme nation, mais également le EMA, les Lendu. Il y a plusieurs cas en fait où on a enregistré justement qu'il y avait l'intention d'extermination de villages déjà brûlés, des enfants qui ont été kidnappés avec l'intention claire. Mais je crois que c'est une occasion finalement pour le monde de pouvoir se ressaisir à travers le discours que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va prononcer sur cette question-là. Mais parce que vous parlez justement des efforts de Donald Trump a également des ambitions et des prix Nobel de paix. Je crois qu'il a tout ce que le monde pouvait lui donner, tout ce que Dieu pouvait lui donner, et en fait, il a tout ce qu'il a, qui peut faire fortune des noms puissants et à la tête des États-Unis d'Amérique. Mais si aujourd'hui Donald Trump parviendrait, par exemple, à donner la paix, là où il y a eu autant d'années de guerre, au Congo on compte plus de 3 décennies avec plus de 5 millions, près de 10 millions même de morts en République démocratique du Congo, ben je crois que il n'a pas le choix, c'est pas, par exemple, de pouvoir utiliser la position stratégique et d'influence des États-Unis d'Amérique pour trouver la paix sur des crises mondiales qui se posent. Mais, Blaise, vous êtes sans savoir que le blocage par moment sur des questions des Nations Unies, c'est également le pays qui ont le droit de veto. Parce que autant de résolutions ont été déjà trouvées. C'est aussi une occasion, 80 ans plus tard, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une sorte aussi d'évaluation qu'il faudrait faire sur de missions coulées dans la charte des Nations Unies.
est-ce que le système des Nations Unies, c'est vrai, né de la Seconde Guerre mondiale, où le système des Nations Unies voudrait également être au cœur du conflit, déjà, de par le positionnement justement des Nations Unies, on se pose la question, si la question de la paix, c'est un échec ou une réussite, soit qu'il faudrait en revoir certains mécanismes. Mais le développement, on voit, tant soit paix, mais à quelle fréquence, mais également au quel moment que les Nations Unies intervient. C'est lorsqu'il y a des crises humanitaires. Est-ce qu'on aura toujours besoin qu'il y ait crise humanitaire, qu'il y ait par exemple décapitation, tout ce qu'on assiste, je prends le cas de figure de la République démocratique du Congo, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui, Blaise. Si par exemple le pays parviendrait à saisir par exemple la Cour de justice internationale avec ne serait-ce que le rapport Mamping de 2010 qui a documenté les acteurs majeurs, que ce soit des acteurs intellectuels, et qu'effectivement il y a des indices sérieux des crimes de génocide. Et nous avons le mémorial, nous avons le Fonarev, nous avons tout ce qu'il y a là et qui devait attirer l'attention de grandes puissances du monde, surtout ceux-là, je répète ici, qui ont le droit de veto, pour donner finalement solution et prendre des décisions courageuses. Parce que ce qu'on a peur souvent, c'est quoi? Lorsqu'on arrive, c'est ça l'enjeu, de reconnaître par exemple les génocostes congolais, et c'est qu'il y aura des minéraux où on a voulu le respect de la chaîne de valeur seront remises en cause, parce que ça sera reconnu officiellement, sont de minéraux de sang. Mais en plus de cela, c'est un réseautage qui se crée qu'il faudra remettre en cause. Il y aura des questions juridiques, il y aura des questions économiques, mais il faut prendre courage dans une certaine mesure parce que la sacralité de la vie humaine est indispensable. La sacralité de la vie humaine est au-delà de tout. Oui, je vous arrache la parole un peu d'une façon brutale, juste pour découvrir cette dépêche qui vient de nous parvenir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi l'occasion pour intensifier le plaidoyer en vue de la reconnaissance internationale du Génécoste. En quoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC ne demande pas la reconnaissance du Génécoste par simple plaisir. Notre plaidoyer, dit le président de la République, se fonde sur les assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants nationaux et internationaux qui documentent l'ampleur et la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit, pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car la RDC compte plus de 12 millions de morts recensés durant les 30 ans de guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. C'est trop lourd ce message. C'est très fort. Blaise Bokokia, le président de la République, va prendre la parole dans une quinzaine de minutes. Je pense que c'est avant lui, il y a un autre président. C'est le Libérien qui est maintenant. Voilà. L'Angolais a fini. Maintenant, c'est le Libéria qui est là. C'est le président du Libéria qui prend la parole. Après lui, ça sera juste le président de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis sûr et certain, et j'ai parié que dans son discours de tout à l'heure, il va revenir, il va faire le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais, connu sous l'appellation de Génocostes, génocide basé sur des fins économiques, parce qu'il a même dit hier lors de cette rencontre pour plaider justement, pour faire ses plaidoyers en faveur de la reconnaissance de ces génocides. Il a dit que ce n'est pas pour des raisons politiques que la République démocratique du Congo vit cette guerre dans la partie orientale, dans sa partie orientale, c'est plutôt pour des fins économiques. Les Rwandais utilisent ces supplétifs des AFC M23 pour piller systématiquement les richesses de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a des usines qui sont au Rwanda, qui sont en train d'exploiter de l'or que l'on ne sait pas retrouver dans les sous-sols du Rwanda. Vous savez, des usines qui exploitent des minéraux
en provenance du Sud Kivu, en provenance du Nord Kivu, et ils cherchent comment aujourd'hui infiltrer même la province de l'Ituri, mais heureusement que notre armée, et avec la complicité, avec l'appui des Wazalendo, des patriotes Wazalendo, est à leur trousse pour justement arrêter ces pillages systématiques des richesses. Le président de la République va revenir. Vous le savez, les thèmes retenus pour cette 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la parole du haut de cette tribune dans un contexte international marqué justement par des tensions géopolitiques. Vous savez, il y a des blocs maintenant qui se créent et qui s'y rentrent dedans dans un contexte de tensions géopolitiques. Et il sera aussi question pour certains chefs d'État comme celui de la Colombie que nous avons suivi tout à l'heure, qui met en cause les multilatéralismes et des crises sécuritaires à travers le monde, notamment en République démocratique du Congo, entre Israël et Gaza, entre la Russie et l'Ukraine, sans parler d'autres crises qui secouent la planète. Le chef de l'État, donc, va faire un plaidoyer sur la reconnaissance du Génocide. Il va parler également de la guerre d'agression rwandaise et du respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il va revenir sur la résolution 2773 qui doit absolument être appliquée. Et voilà un peu des sujets qui intéressent, qui vont faire partie tout naturellement du grand oral du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet oral tant attendu, John Wabika l'a dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne s'est pas seulement rendu comme président de la République démocratique du Congo, mais il est aussi sur place comme vice-président de l'ONU. C'est quand même une grande victoire. Au cas où le président est empêché, c'est la RDC qui préside cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et en rapport justement avec ce qu'on a dit ici, Oscar Mbal et John Wabika, en rapport avec les réchauffements climatiques en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la ministre congolaise de l'Environnement, Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyange, a participé hier à New York à un dialogue de haut niveau sur le droit des peuples autochtones et des communautés locales organisé par la Fondation Ford. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer l'engagement des États à protéger les terres ancestrales et des peuples autochtones, véritables gardiens des forêts. Et nous osons croire, Mbal Kaï, je vous venais de le dire, que le président va rappeler aux uns et aux autres la mise en application de la résolution 2773, une résolution qui exige notamment le retrait sans condition des troupes étrangères de la République démocratique du Congo, chose qui ne semble pas en être le cas. Il y a eu des forums qu'on a organisés ici, des émissions, pour dire que la résolution est une chose, mais sa mise en application en est une autre. C'est la raison pour laquelle les choses tardent. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va profiter de la tribune des Nations Unies pour rappeler justement à ces grandes puissances, à ces États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il faut absolument mettre en application la 2773 pour que toutes les troupes étrangères quittent la République démocratique du Congo. Allusion ici faite aux troupes rwandaises qui continuent à séjourner d'une façon illégale en République démocratique du Congo, avec bien sûr l'appui de l'AFC M23. John Wabika. Je crois que la Shoah est un très bel exemple. Peu importe le temps que ça pourrait prendre, la Shoah exister, même avec l'ONU, qui nous donne aujourd'hui matière sur le génocide. C'est que les résistances, ce sont des forces négatives qui vont pas, on a cessé de les dire ici, accepter avec beaucoup de souplesse et leurs crimes, et dire que nous avons le sang
humains entre nos mains. Ils ne vont pas le faire de cette manière. Il faudrait prouver qu'il y a mauvaise gouvernance, il y a des questions d'identité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la démocratie. C'est tout à fait normal. Et pour un mouvement rebelle qui bénéficie d'un appui étranger, de pouvoir se comporter de cette manière. Mais vous savez que le sang humain crie vengeance, ce qui compte le plus. Parce qu'ils avaient l'avenir, ils devaient travailler non simplement, je parle ici des morts, qui devaient travailler pour l'intérêt, par exemple sur des questions mondiales, travailler sur des questions de développement du pays. Et finalement, autant de temps que ça peut prendre, si vous le voulez, mais on finira justement à reconnaître en fait les droits du Congolais. Mais il y a la justice transitionnelle qui va être d'application. Oui, le professeur Luzolo Bambilesa, qui est intervenu hier au cours de la cérémonie parlant du Génocoste, a fait justement allusion à cette justice transitionnelle qui doit jouer un rôle très important en rapport avec la situation de guerre que connaît notre pays. Parce qu'on n'a pas de choix. Et au départ, avec de matière répressive, on était beaucoup plus intéressé à l'instruction de la cause et devant des juridictions, et la personne est condamnée, et finalement les victimes. Moi, je me parlais des survivants, et finalement, on ne connaît pas le sort, soit le pays. Vous savez, vous avez évoqué la question de l'environnement. Ce qui se passe lorsqu'il y a la guerre, mais les forêts payent également de lourds tributs, nos animaux, la faune, le flore est décimée. Alors, comment compenser justement tout ce qu'il y a eu comme catastrophe, comme dégâts collatéraux lors par exemple, de l'agression rwandaise? On ne peut que faire un recours à des principes, par exemple, grand pollueur-payeur, ou le droit humain sur base de ce qu'on appelle déjà, je crois, de conventions additionnelles de Genève. Et à partir de ces moments, c'est qu'on va finir par cette justice transitionnelle. 3 décennies, Blaise, ça fait 30 ans, plus de 30 ans, il y a des enfants qui sont nés, justement, et qui sont nés dans la guerre. Ils ont terminé les études universitaires. Dans les crépitements des balles. Dans les crépitements des balles. D'autres qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école, parce qu'il n'y a pas moyen d'aller à l'école, il y a la guerre à gauche, il y a la guerre à droite, on ne sait pas comprendre. Je crois qu'il y a lieu, Blaise, et surtout que les Congos donnent la solution au monde sur des questions environnementales, sur des questions des richesses ou des minéraux stratégiques, c'est ici. Attendez, dans une certaine mesure, je crois que le discours de Tshisekedi était très intéressant lorsqu'il était déjà président de l'Union africaine, parce qu'il a plaidé pour qu'on brise les barrières. C'est pratiquement le projet de l'intégration sous-régionale. Brisons nos barrières et puis faisons le commerce. Travaillons ensemble. C'était déjà de main tendue pour qu'on puisse collaborer, qu'on puisse arrêter cette hémorragie qui ne sert à rien. Il y a plus important de venir, par exemple, chez vous, Blaise, on parle. Vous pouvez, si vous avez besoin de minéraux, comment les obtenir dans des canaux officiels, que de continuer à travailler derrière des forces négatives, des groupes armés et à faire enregistrer des morts. En tout cas, je crois qu'en ce 21e siècle, nous sommes dans une époque contemporaine, on n'a pas besoin de vivre cette barbarie où on viendra avec intention et de tuer des vies humaines, le faire remplacer par d'autres. Sincèrement, c'est dépassé. La République démocratique du Congo offre beaucoup d'opportunités d'affaires dans les différents secteurs de la vie nationale. Si vous voulez investir en RDC, passez par des canaux officiels, vous signez des accords avec les services concernés et vous investissez, que de passer par les pays voisins à l'instar du Rwanda qui bénéficient beaucoup plus des richesses congolaises que les Congolais. Les Congolais eux-mêmes, je crois que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va encore porter au ce message parce que la diplomatie congolaise aujourd'hui, ça il faut se le dire, fait parler le monde, la voix de la RDC est aujourd'hui entendue et ça sera une aubaine pour le chef de l'État au niveau de la tribune
des Nations Unies pour encore appeler ces investisseurs de passer par des canaux officiels et de passer par, sur les dos de la cuillère afin d'investir en République démocratique du Congo. La RDC, c'est un pays ouvert, un pays hospitalier, et je crois que les portes sont grandement ouvertes à tous ceux qui veulent investir en République démocratique du Congo et de passer par les pays voisins. D'ailleurs, pour vous compléter, ce n'est pas un élément nouveau. Le département des États américains a déjà donné les tons pour les citoyens américains qui oseraient cette aventure de se retrouver dans des zones occupées. Ils seront considérés comme des terroristes. Voilà, ça c'est un ton. Moi je crois que... C'est une très bonne nouvelle et une position tranchante. C'est une position tranchante pour les États-Unis d'Amérique. Vous le savez, bientôt la République démocratique du Congo va signer son deal avec les États-Unis d'Amérique sur les minéraux. La République démocratique du Congo a déjà annoncé les temps avec l'assainissement du secteur minier. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a réuni tous les miniers dans son cabinet de travail pour assainir davantage ce secteur aujourd'hui qui est inondé par des personnes non invitées qui sont dans les sites miniers, parce que c'est les secteurs miniers qui intéressent justement les États-Unis d'Amérique, et c'est un deal qui sera win-win, gagnant-gagnant. Comme Blaise l'a dit, l'on ne veut pas favoriser les pillages des richesses de la République démocratique du Congo par les Rwandais qui passent par des chemins détournés, qui passent par des intermédiaires. Pour rien. Pour rien, et la République démocratique du Congo ne gagne rien dans tout ce qui s'est fait comme commerce. C'est justement de l'exploitation illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut en tout cas privilégier les voies officielles. Vous voulez exploiter les coltons, vous voulez exploiter les cobaltes, les minéraux critiques, venez par de portes officielles, de voies officielles. Et qui sont grandement ouvertes. Qui sont grandement ouvertes. Venez investir en République démocratique du Congo, et ces pays qui offrent beaucoup d'opportunités d'affaires, beaucoup d'opportunités, même d'investissement dans le secteur minier. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un scandale géologique, mais recèle d'importants gisements à travers le monde, et qui puissent même positionner ceux qui viendront investir en République démocratique du Congo. Blaise. Oscar Malkaïj, les téléspectateurs sont en train de remarquer qu'il y a une sonnerie au niveau du téléphone. Nous sommes en train d'entrer en contact avec Giscard Koussema qui se trouve présentement à New York, mais apparemment c'est sans succès, ou alors il est appelé à faire autre chose. Vous comprenez bien, il est l'adjoint au directeur de la presse présidentielle, certainement qu'à quelques minutes de l'intervention du président de la République, et il doit être au four et au moulin pour essayer de régler certaines formalités, quand on sait qu'à New York, il y a beaucoup de médias qui y sont pour la couverture médiatique, mais c'est qui est vrai qu'il est 2h02 heure de Kinshasa. À New York, vous pouvez faire un petit calcul, Oscar, on peut être à quelle heure maintenant, de 21h ou 20h? 6 heures de... 6 heures de moins. 6 heures de moins. Alors faites un calcul, vous allez nous donner un calcul mental. Vous allez nous donner. Mais ce qui est vrai est que le président de la République va intervenir d'un moment à l'autre. Si le réalisateur peut nous balancer les images qui se passent au niveau de New York, vous voyez, c'est toujours le président libérien qui est en train de parler. Et dès qu'il finit les protocoles des Nations Unies, va annoncer le président de la République. Autant mieux rester sur cette image des Nations Unies, parce que nous voulons voir l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, qui va aussi certainement profiter de l'occasion, John Mvwabika, pour lancer l'invitation à tous ceux qui veulent investir en République démocratique du Congo. Nous venions d'ailleurs le dire. On applaudit, je crois que le président libérien vient de finir son terminé. Oui, alors, nous gardons cette image, monsieur le réalisateur, on garde cette image. Maintenant, le protocole des Nations Unies va annoncer la venue du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va bientôt prendre
Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence à la tribune et l'invite à prendre la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose adresser mes vives félicitations à Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Son leadership et son attachement au multilatéralisme seront déterminants pour la réussite de nos travaux. Je saisis également l'opportunité que m'offre cette tribune pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, son Excellence M. Philémon Yang, dont l'engagement et le dévouement ont marqué la précédente session. Enfin, je réaffirme la pleine confiance de mon pays dans l'action du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour ses efforts constants visant à renforcer notre organisation et à promouvoir des solutions aux défis qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde, en particulier dans la région des Grands Lacs d'Afrique, dont fait partie la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, je salue la pertinence du thème retenu pour cette 80e session, Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Il met en lumière 8 décennies d'efforts conjoints d'une organisation vouée à la paix, au développement et au bien-être universel, fondée sur une promesse indéfectible de sécurité collective. Le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, garante de cette sécurité depuis 1945, est l'occasion de réaffirmer les vertus d'un multilatéralisme efficace et de rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui inspira ses fondateurs. Si l'Organisation des Nations Unies demeure un pilier de la régulation des relations internationales, de la prévention et de la résolution des conflits, ainsi que de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales, elle est aujourd'hui confrontée à des défis systémiques qui éprouvent sa crédibilité et sa capacité d'action. Les profondes mutations de notre époque, notamment la persistance des conflits armés, le dérèglement climatique, les crises humanitaires récurrentes et les menaces transnationales protéiformes nous rappellent que le multilatéralisme n'est plus une option, mais une exigence incontournable qui s'impose à tous. Nous restons convaincus que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, à la suite de son élection en juin dernier, la République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Je réitère au nom de mon pays nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées. Notre participation sera résolument constructive et holistique. Elle s'articulera autour de 2 priorités indissociables, paix et sécurité d'une part, et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi qu'à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations Unies.
S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine telle qu'énoncée dans le consensus des Oulouini et la déclaration de Sirte. C'est-à-dire, l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels. Forte de ces 54 États et de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique ne saurait demeurer en marge des décisions qui engagent la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'Est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Madame la Présidente, alors que la planète se réchauffe et que les marginalisations s'aiguisent, ainsi et que les conflits se multiplient, le diagnostic qui avait inspiré en juillet 2023 la vision du nouvel agenda pour la paix du secrétaire général demeure pleinement d'actualité. Le monde est désormais confronté à des crises multiformes et profondes. Les fondamentaux de la prévention se sont affaiblis. Et le droit international, jadis puissamment rappelé par la Charte des Nations Unies, qui enjoint les États à s'abstenir de recourir à la menace ou à la force, est trop souvent bafoué. Notre système de sécurité collective en est ébranlé. Il ne saurait survivre à un sursaut de solidarité d'intérêt et de respect des règles. Dans ce contexte, la rhétorique guerrière regagne du terrain et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerre de prédation des ressources et de conquête d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Tandis que la guerre entre Israël et le Hamas ravage la bande de Gaza, avec le risque d'une extension régionale, et que se poursuit le conflit russo-ukrainien, d'autres foyers s'embrasent au Yémen, en Birmanie et en Syrie.
Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda
conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. Ces actions doivent être conduites avec l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement, en impliquant les États limitrophes, les entreprises qui achètent et transforment ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée, la communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens
pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe terroriste ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Ces groupes extrémistes ont laissé derrière eux un lourd tribut humain et continuent de menacer la stabilité régionale. Membre de la coalition mondiale contre Daesh, la République démocratique du Congo appelle les Nations unies à s'engager plus résolument dans la mise en œuvre des recommandations de la dite coalition et du processus d'Aqaba, à savoir le partage renforcé de renseignements, l'assèchement des financements, la lutte contre la propagande et contre les sanctuaires, ainsi que le soutien accru aux communautés victimes dans le plein respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, face à l'urgence climatique, l'accord de Paris demeure le cadre juridique essentiel pour la redevabilité des États en matière d'émissions et d'adaptation afin de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. À ce titre, la République démocratique du Congo a adopté son plan national d'adaptation 2022-2026. Nous nous sommes engagés à arrêter et à inverser la perte de forêt et la dégradation des terres d'ici 2031, tout en promouvant un développement durable et une transformation rurale inclusive. Depuis décembre 2021, un ensemble de mesures soutient la restauration des paysages forestiers, notamment le programme Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, destiné à renforcer la séquestration du CO2 et la résilience des écosystèmes. Nous saluons l'adoption de la décision 5/CMA.5, établissant de nouveaux mécanismes de financement, y compris le fonds pour pertes et préjudices, afin de compléter les sources existantes et d'apporter des réponses concrètes aux pays les plus exposés. Forte d'un potentiel environnemental unique au monde, la République démocratique du Congo se tient au cœur des solutions. Elle est prête à mobiliser ses atouts naturels au service du climat global, à condition que les engagements financiers soient prévisibles, accessibles et à la hauteur des impératifs écologiques et humains. Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder aussi la question des défis énergétiques et de la protection de nos écosystèmes en rappelant que le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, considérée par de nombreux scientifiques comme le premier puits de carbone terrestre, ainsi qu'un vaste réseau hydrographique dominé par le fleuve Congo, deuxième au monde par son débit. Ces ressources vitales sont gravement menacées par des activités destructrices, déforestation, exploitation illégale, pollution, souvent alimentées par des conflits armés récurrents qui s'apparentent à de véritables crimes contre la nature. C'est pourquoi la République démocratique du Congo soutient l'initiative portée par le Vanuatu, Fidji et Samoa visant à ériger au plan international l'écocide en incrimination autonome pour sanctionner les actes illicites ou arbitraires
causant à l'environnement des dommages graves. Madame la Présidente, l'adoption du pacte pour l'avenir rappelle l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable à 5 ans de l'échéance de 2030. La République démocratique du Congo a inscrit cet impératif au cœur de son action à travers le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place l'homme congolais au centre des priorités et intègre les 3 dimensions du développement durable, environnemental, social et économique. Ce plan s'articule autour d'orientations nettes, à savoir consolider la sécurité et la gouvernance démocratique, moderniser les infrastructures et le climat des affaires, protéger l'environnement et garantir l'accès aux services sociaux de base, eau, assainissement, éducation, santé, électricité, etc. Le bilan demeure contrasté, car seuls les ODD 12 et 13 paraissent encore atteignables d'ici 2030, mais des progrès tangibles sont enregistrés. La gratuité de l'enseignement a permis à plus de 5 millions d'enfants de retourner à l'école. La couverture de santé universelle élargit l'accès à des soins de qualité. Les politiques d'autonomisation des femmes réduisent les disparités socio-économiques. Ces acquis restent toutefois fragilisés par l'insécurité persistante dans l'est du pays et par la vulnérabilité de notre économie face aux chocs exogènes. Notre économie doit donc se transformer pour devenir un levier de durabilité et de prospérité. Pays solution face aux défis climatiques, mon pays entend valoriser ses forêts, ses tourbières et sa biodiversité au sein d'une économie climatique orientée vers une croissance verte, résiliente et sobre en carbone. À cet égard, le projet Grand Tinga, l'un des plus vastes complexes hydroélectriques au monde, incarne notre ambition et renforce le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution. Fournir une énergie propre et compétitive pour électrifier nos territoires, décarboner notre industrie, soutenir l'intégration énergétique régionale et ouvrir la voie à de nouveaux usages, dont l'hydrogène vert. Cette trajectoire s'appuie sur le développement de marchés carbone intégrés, l'attraction d'investissements responsables et la création d'emplois décents et de moyens de subsistance durables pour nos communautés. Il reste cependant un obstacle majeur, la contrainte financière. Le fardeau croissant de la dette publique africaine, conjugué aux flux financiers illicites, réduit nos marges de manœuvre. Les besoins additionnels pour atteindre les ODD en Afrique sont estimés à 1 600 milliards de dollars. Dans le même temps, les sorties illicites de capitaux minent nos devises et notre stabilité macroéconomique. D'où la nécessité d'une réforme urgente de l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement un accès juste et prévisible à des financements concessionnels alignés sur leur trajectoire nationale, y compris via une meilleure recanalisation des DTS, la capitalisation des banques multilatérales de développement, des facilités de liquidité contracycliques et une lutte renforcée contre les flux illicites. Madame la Présidente, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays, la République démocratique du Congo, j'ai impulsé à la conduite de la chose publique une dynamique nouvelle intégrant systématiquement la dimension genre à tous les niveaux afin d'assurer une présence accrue des femmes dans les instances de décision. À titre illustratif, la part des femmes au sein du gouvernement est passée de 17% en 2019 à 32% en 2025. Madame la Présidente, dans une approche stratégique et multisectorielle visant à mobiliser la jeunesse au service du progrès national, mon gouvernement a adopté une politique nationale de la jeunesse.
Celle-ci consacre l'engagement de l'État à faire de la participation pleine et entière des jeunes à la vie de la nation une priorité transversale assortie d'objectifs clairs et mesurables. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo aspire à la paix, à la justice et au développement. Elle est prête à agir à vos côtés pour une organisation des Nations Unies plus forte, plus inclusive et plus juste. Forte de ses atouts humains, naturels et stratégiques, mon pays entend les mettre au service d'un avenir meilleur pour les générations futures de notre maison commune, la planète Terre. Que Dieu bénisse l'humanité et nous accorde la grâce d'une paix véritable et durable entre toutes les nations du monde. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank... Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République démocratique du Congo, L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Abdoulatif Jamal Rachid, président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, le président a prononcé son discours à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un discours qui a commencé à 2h05 pour prendre fin à 2h35 minutes. Il faut faire le petit calcul. Ça fait 30 minutes de discours avec un ton clair, concis et une voix imposante et rassurante, ponctuée d'un tonnerre d'applaudissements au regard des thématiques évoquées par le président de la République devant ses homologues qui sont venus de par le monde et qui sont actuellement au niveau des Nations Unies pour des déclarations, des discours, chacun avec ses problèmes. Oscar Mbal Kaïj, qu'est-ce qu'on peut retenir en grande ligne du discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, même si nous allons revenir demain ou les jours qui viennent pour décortiquer, décrypter en long et en large ce discours. Oui, Blaise Bokokia, un liminaire, le grand oral du président de la République, est revenu justement sur ses soutiens du chef de l'État aux vertus du multilatéralisme. En d'autres mots, ensemble, on peut trouver des solutions aux problèmes que connaît la planète. Il a expliqué que le multilatéralisme constitue donc une exigence incontournable qui s'impose. Donc la participation de tous les pays du monde peut donner des solutions aux problèmes que connaît la planète. Il a parlé également de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a réaffirmé ce que tous les présidents africains ont toujours dit, donc 2 postes au niveau de 5 membres. Pas de veto, n'est-ce pas? Et le chef de l'État a insisté, parmi les 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité, il voudrait qu'on puisse retrouver également 2 sièges, parce que la République démocratique du Congo, vous le savez, figure parmi les 15 pays non membres du Conseil, les membres non permanents du Conseil de sécurité. Et parce que l'Afrique dispose de 54 États et plus d'1 milliard d'habitants. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, nous l'avons même souligné avant sa prise de parole, est revenu également dans son discours sur l'exploitation illégale et même illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones où il y a des conflits. Le chef de l'État, il a expliqué d'abord cette main tendue. Blaise Bokokia, vous l'avez souligné avant le grand oral, les discours du président de la République du haut de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a tendu la main aux voisins, il a tendu la main à tous les investisseurs qui viennent investir pour garantir cette exploitation de minerais dans les respects des règles. Passer par la grande porte. Passer par la grande porte en respectant les règles en la matière.
pas passer par les Rwandais, passer par les voisins pour venir piller, exploiter de manière illicite les richesses de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également parlé du massacre à grande échelle qui sévit dans la partie est de la République. Allusion faite au mois de juillet, et les chefs de l'État dans les Rutshuru, plus de 300 femmes ont été lâchement massacrées par la coalition AFC M23. D'autres ont été enterrées vivantes. Un massacre documenté par les rapports des experts des Nations Unies. Cela ne doit pas rester impuni. Ces massacres doivent être punis. Il faut rétablir la justice et sanctionner. C'est là qu'il faut sanctionner la guerre. Il a dit hier, lors du plaidoyer pour la reconnaissance des génocides basés sur les gains économiques, le président de la République est revenu encore aujourd'hui dans son discours sur la reconnaissance des génocides, parce que cette guerre d'agression que connaît la République démocratique du Congo n'a pas de visée politique. C'est plutôt des visées, pour reprendre le terme du chef de l'État, des visées prédatrices. C'est de la guerre, une guerre de prédation, une guerre de pillage de nos ressources naturelles. On est en train d'effacer des communautés sur la carte de la République démocratique du Congo. Des villages entiers sont en train d'être vidés. 7 millions de déplacés internes. Voilà. C'en est trop. Ça n'est trop, Blaise. Oui. Sans compter les anonymes, c'est là qu'on ne sait pas identifier, sans compter les milliers de morts, en tout cas, le chef de l'État lui-même l'a dit, nous n'avons pas besoin de charité. Plus de 30 ans de guerre imposés à la République démocratique du Congo, John Wabika, c'en est trop pour le président de la République et pour tous les Congolais. Oh bah absolument, puisque l'essentiel du discours du président de la République, c'est cette interpellation de la communauté internationale de ne plus céder au silence, qualifié de silence complice. Il faudrait agir. Il faudrait agir pourquoi? Parce que ce n'est pas une communication de Kinshasa. Mais ici, le président Félix Tshisekedi met en lumière la contribution des enquêtes de Human Rights Watch, même sur le massacre de Rutshuru ou sur d'autres lieux. Mais une interpellation également sur la rente minière contre le financement des groupes armés. Ça, c'est une monnaie courante dans des zones de conflit. Il a fait une très bonne illustration, même l'histoire de Boko Haram, le groupe terroriste. Leur financement, les mots de financement se passent par quelle manière? Si ces groupes terroristes vivent, et, comme on dit, de l'exploitation illégale de minerais stratégiques, mais en fait, ce n'est pas eux les consommateurs, ça veut dire qu'il y a un marché et pirates, si vous voulez, qui s'organisent pour s'octroyer tout ce qu'il y a comme ça. Il y a des vendeurs et des acheteurs. Il y a des vendeurs. Mais ce qui est malheureux, hein, Blaise, hein, et le monde, apparemment, si vous suivez ces débats croisés de cette 80e session que j'appelle une session de vérité, ça révèle un tableau sombre. En dépit de l'existence de l'ONU qui travaille pour la promotion et de la paix. Ce sont des interpellations que le président Tshisekedi a fait. Et ici, c'est un défi également. Lorsque les nations ou bien la communauté internationale ne va pas agir en faveur des évidences sur l'intention ou des crimes, des génocides, c'est que le président identifie son pays comme si nous-mêmes, nous serons des artisans de notre paix, de notre revendication. C'est une interpellation. C'est que l'idéal serait de bénéficier du soutien de la communauté internationale, mais il y a un plan B au cas où la communauté internationale ne parviendra pas à apporter ce soutien et au Congo, qui est un pays victime d'agressions, mais également des mouvements terroristes de groupes armés. C'est que le Congo va s'organiser pour retrouver sa paix, mais aussi plaider pour une justice transitionnelle. Ce n'est pas évident, Blaise, de vivre dans un contexte de guerre. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question, par quel miracle, pour ne pas faire la communication du gouvernement, c'est que par quel miracle le gouvernement congolais parvient justement à gérer au quotidien le pays. Avec autant de défis, un pays des fonctionnaires, c'est vrai que ce sont des matières que le président n'a pas mis en lumière, et il a relevé beaucoup plus des questions du genre, et que ce sont de prouesses. On a une première ministre femme, on a le quota qui a basculé de 12 à 37, c'est évident, Blaise. Très bien.
Oscar, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. En si peu de mots. En si peu de mots, on va terminer. Le président de la République a soulevé, a noté dans son discours magistral la dimension genre qui est passée de 17% de femmes au sein des institutions en 2019 et aujourd'hui on parle de 32% en 2025 et il a parlé également du plan qu'il a pour la jeunesse congolaise, notamment la participation de la jeunesse dans l'action publique. Ce que j'ai beaucoup plus aimé dans le discours du président de la République, c'est quand il a parlé de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Oui. Et sa mise en œuvre, c'est vrai, pose un peu de problème. Je pense qu'avec les parrainages de la communauté internationale, notamment des États-Unis, je sais que cet accord de paix finira par se matérialiser et l'Est de la RDC et toute la région va retrouver la paix. Le garant de la nation a parlé également de la gratuité de l'enseignement de base avec les retours de plus de 5 millions d'enfants sur les bancs des et la couverture santé universelle. Et la couverture santé universelle avec la gratuité la maternité, de la maternité et la prise en charge des nouveau-nés. Des nouveau-nés, des femmes enceintes. Cette couverture santé universelle qui va s'étendre désormais dans d'autres provinces de la République et tous les gouverneurs de provinces, donc le gouverneur de 26 provinces, vont se constituer en points focaux pour assurer le suivi de cette mise en œuvre au niveau de province. Nous allons y revenir. Hein. Nous allons y revenir dans les heures qui suivent pour décrypter cet important discours du président de la République et qui a fait en tout et pour tout 30 minutes. Nous disions tout à l'heure que les temps étaient clairs, le discours concis et précis. Le président de la République a évoqué beaucoup de thèmes. Nous n'avons peut-être pas eu le temps d'en parler, de tous les thèmes ici, mais on va y revenir pour organiser des émissions spécialisées pour décortiquer et décrypter davantage ce discours important du président de la République face au monde. Nous disons merci à l'équipe technique qui a tenu. Il est 3h moins 13 minutes. 13 minutes, ça il faut le faire, nous y sommes pour servir la nation. Merci également à la ténacité de Madame le directeur général de la RTNC qui est toujours en contact avec nous pour nous rassurer qu'elle est là pour nous soutenir. Peu importe l'heure à laquelle on va terminer, nous sommes au service de la nation. Merci à toute l'équipe technique, merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver demain, pourquoi pas, pour décrypter les discours du président de la République. Merci et bonjour chez vous.